si c'est les feuilles, les racines, c'est quoi qui pousse en premier dans une graine. Et c'est important en fait, parce que savoir est-ce qu'il y a besoin de lumière, est-ce qu'il n'y a pas besoin de lumière, est-ce qu'il faut de l'eau, est-ce qu'il ne faut pas de l'eau, est-ce qu'il faut la température ou pas. Et donc si on ne sait pas comment une graine pousse, du coup on ne va pas savoir pour faire des semis par exemple, est-ce qu'il y a besoin on peut faire des semis dans le noir, est-ce qu'il faut faire des semis dans le jour, etc. Généralement, une graine, il y a toujours le radicule qui pousse en premier. Alors, la graine comporte tout son ADN, tout son appareil génétique. Donc, à elle-même, elle peut commencer son développement. Il suffit qu'il y ait juste un petit peu d'humidité, il n'y a pas besoin de lumière, mais juste un petit peu d'humidité, ça va permettre de commencer la réplication de la plante. Et donc, le radicule va commencer à pousser pour pouvoir plus tard pomper les minéraux qu'il y a dans le sol. Donc, les racines vont se former. Donc, au niveau de la graine, les racines vont commencer à se former et on va avoir des fausses feuilles, c'est-à-dire que la graine elle-même, là il s'agit des haricots, la graine elle-même forme des cotylédons. C'est les cotylédons qui vont commencer à faire pousser cette graine-là. Donc les deux cotylédons qu'on appelle, c'est valable pour les tomates aussi, on voit souvent les cotylédons, les deux premières feuilles, ce sont des fausses feuilles, ce sont des cotylédons. Et ensuite on va avoir les deux premières feuilles, des vraies feuilles. Généralement, quand on repique un plant, on va repiquer quand il y aura des vraies feuilles. Et on ne repique pas, on ne considère pas les cotylédons comme de vraies feuilles. Et ensuite, ça va se développer. Les cotylédons, donc, ou les fausses feuilles pour les tomates, vont, une fois le travail fini, tomber. Et les vraies feuilles vont continuer à se développer. Donc, le graine, ça commence toujours. Ici, il n'y aura pas besoin de lumière. Ici, il va commencer à avoir un petit peu de lumière. Et là, il y aura besoin de beaucoup de lumière pour faire la photosynthèse. Donc au début, quand on fait des semis dans des petits godets, il n'y a pas besoin de lumière, il y a besoin d'eau et de chaleur. C'est que quand tu commences à avoir des feuilles, que la lumière sera intéressante à avoir. Ça comme ça. Alors maintenant que, ok, la plante fait des racines, elle fait des feuilles, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est les interactions entre la graine et l'environnement. Est-ce que tu as des idées, par exemple, d'interactions qu'il peut y avoir entre une graine et l'environnement? Il y a La graine avec la terre déjà. Ouais, donc il y a une interaction entre la graine et la terre. Il y a d'autres interactions entre la graine et le ciel, Oui. et l'atmosphère en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir grossièrement le mécanisme de- du développement de la graine en fait. Au niveau du ciel, on va voir quoi? On va voir l'eau, qui est très important. Donc pour l'arrosage, par exemple, on évitera d'arroser avec une eau qui soit trop froide par rapport à la température de la terre. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse différence entre l'eau et la terre au niveau de température, parce que c'est là où ça va faire venir les maladies, comme le mildiou, etc. etc. C'est un choc thermique, un choc hydrique. Et du coup, on fera toujours que l'eau, il faut essayer de faire en sorte que l'eau, surtout dans les semis, dans la serre, que l'eau soit tempérée à la température de l'air. Donc il est bien d'avoir un récipient d'eau dans la serre, une baste. On prend l'eau de cette baste pour arroser les semis. Si l'eau est trop froide par rapport à une terre trop chaude, généralement les semis sont à 25 degrés. Et l'eau, si on prend de l'eau d'un puits, d'une source à 10-12 degrés, ça va être trop, le contraste va être trop élevé. Donc généralement quand on arrose avec une eau tempérée. On va arroser la terre en évitant d'arroser les feuilles. Ça c'est le deuxième aspect. Parce que c'est justement en arrosant les feuilles qu'on va aussi faire venir la maladie. Les deux éléments, arroser les feuilles avec une eau froide, c'est le meilleur élément pour faire venir toute la maladie dans le sol. Et on peut faire venir aussi des fautes des semis, mais c'est encore une autre maladie liée à des bactéries. Au niveau du ciel, on va voir le CO2. Donc, si l'eau est importante quand on était au premier stade, c'est toujours important après, mais le soleil et donc le CO2 sera important quand il va y avoir des feuilles. Ça va procurer la photosynthèse. Ça, on va le voir après. Les éléments principaux, donc on a de l'azote, du phosphore, du potassium, et après il y a des éléments secondaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas très important. Le calcium, c'est très important dans le sol, et ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il y avait une graine, on a vu qu'il y avait une sorte de racine qui poussait, ensuite des fausses feuilles, des vraies feuilles. On a vu qu'il y avait une interaction avec de l'eau, une interaction avec le CO2. On a vu qu'il y avait des éléments minéraux, de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. Mais
Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ça marche, le mécanisme-là, comment ça circule. Comme nous, on a le sang qui permet de circuler tout le milieu. La plante, comment elle circule, comment ça circule. Dans un premier temps, il y a en fait, le cheminement dans des minéraux se fait par la sève. Et il y a deux sortes de sève. Il y a une sève qui est brute, qui est non élaborée, elle est brute, c'est-à-dire elle est composée à 90% d'eau. Il y a seulement 1% de minéraux. Donc du sol, si on prend une plante, ici on a le sol, donc on va avoir la plante ici, qui va développer des racines. Voilà, ici on va avoir les fausses feuilles. La plante va continuer, elle va faire de vraies feuilles. Là, on va faire des vraies feuilles, je vais faire une autre veine là. Voilà. Donc, là, il y a l'interaction, donc les racines qui vont pomper les minéraux du sol, les feuilles qui vont pomper le CO2 du ciel, et la circulation de la sève. Ce qu'on appelle la sève brute, c'est une sève qui est composée quasiment que d'eau, et donc il va partir des racines, elle part des racines, elle remonte vers l'eau, notamment vers les feuilles. Donc c'est composé à peu près 90-95% d'eau, il n'y a qu'un pour cent de minéraux, donc il n'y a vraiment rien comme minéraux, et c'est ce qui va composer cette sève brute. Après, ça intervient le soleil. Donc sur la sève, donc ici par exemple au niveau des racines, je vous montre, dans les racines il y a deux raisons d'existence des racines. Le premier c'est l'ancrage en fait, donc la plante va s'ancrer grâce aux racines. Plus on arrose, moins la plante aura besoin de racines profondes. Si on met trop d'eau, la plante va se dire j'ai pas besoin d'aller profond, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, si on arrose beaucoup moins, et la plante va faire des racines profondes. C'est-à-dire qu'il faut habituer les plants à ne pas avoir trop d'eau pour qu'elle pompe au maximum en profondeur les minéraux qu'elle a besoin. Parce qu'après, quand on va revenir le mois d'août, juillet, août, si elles ne sont pas habituées à avoir des racines profondes et aller chercher de l'eau, ben, le manque d'eau, elles vont être rétamées. Donc en début de saison, il ne faut pas trop arroser pour favoriser le développement justement de ces racines. Donc c'est un ancrage dans le sol et ça va permettre l'absorption des sels minéraux par la sève brute. Donc c'est depuis la sève brute qui monte. Ensuite, donc on voit la sève brute, c'est 99% d'eau. Donc il n'y a quasiment que de l'eau et 1% de minéraux pour cette sève brute. Et la matière organique, il y a très peu de matière organique. Après, il y a le détail ici, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, dans la sève brute, il y a très peu d'éléments. Contrairement à la sève élaborée, où là, on commence à avoir des molécules complexes. Là, on ne rentre pas aujourd'hui, pour ce cours-là, on ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important, c'est que je parlais des racines. Maintenant, on sait que, notamment par exemple avec des arbres, il y a une interaction qui se fait avec la mycorhize. La mycorhize, en fait, c'est un réseau de champignons. Et donc, en fait, on a en surface, par exemple, on a un champignon, mais en dessous, il y a des connexions, un réseau qui se fait sur tout le terrain et qui se connecte aux racines des arbres. La particularité, c'est que là, par exemple, si on prend un arbre, un grand arbre au poirier, ils n'ont pas de mini-racines. Si on regarde une tomate, une racine de tomate ou un pied de tomate avec des racines, mais il y a tout plein de petits poils en fait sur la tige. Ces petits poils-là, il suffit de les enterrer, ça devient des racines. Alors que les arbres n'ont pas cette fonction-là, elles n'ont pas cette possibilité-là de se développer. Du coup, il fallait qu'on trouve autre chose. Donc, parce que là, la tomate, justement, elle va pomper, mais elle va être très profonde, elle va vraiment cloisonner, prendre plein de terrain. Et les arbres n'ont pas cette possibilité-là, donc ils ont trouvé une autre possibilité, c'est de faire un pacte comme une sorte de mariage avec le mycélium, avec les champignons. Donc les champignons se connectent directement aux racines des arbres. Donc l'arbre va fabriquer du sucre, je vais montrer après,
fabrique du sucre et il va donner du sucre au champignon. Alors, le champignon va se nourrir du sucre de l'arbre. Et en contrepartie, le champignon va fournir les minéraux à l'arbre. Donc il y a un échange qui se fait entre le réseau mycélien qui nourrit en minéraux et l'arbre qui nourrit en sucre des champignons. C'est pour ça que les mycorhizes, le système mycélien, c'est hyper important. Tout ça amène à deux choses. C'est si on retourne le terrain, on va bousiller le réseau mycélien. Donc il ne faut pas retourner le terrain. On peut l'aérer, mais on ne va pas le retourner pour ne pas bousiller ce réseau qui est hyper important. Ici, c'est un photo qui nous montre, donc, on a un arbre, un chêne en l'occurrence, avec la racine du chêne qui se connecte au réseau mycélien. Donc l'arbre va fournir du sucre et les champignons, le réseau va fournir de l'eau et des sels minéraux. Mais on a vu que la sève brute avait besoin d'eau, 99%, et des minéraux, 1%. Justement, si c'est connecté avec un réseau de champignons, ça va favoriser l'apport de ces minéraux et d'échanges en eau. Et parce que tout ce réseau-là est gorgé d'eau, en fait. Ici, il découpe au microscope avec certains nodules. Ce sont des nodules qui permettent la connexion entre le réseau mycélien et le réseau des racines des arbres, notamment du chêne. Et donc là, on a des nodules de connexion, en fait. Il y a vraiment une symbiose. Ici, on le voit mieux, on voit les nodules avec les racines et le mycélium qui se connectent. Ici, c'est pour un père, par exemple. Donc ça, on connaît bien le mécanisme en fait, de connexion entre ce réseau mycélien et le développement des racines. Donc évidemment, ce réseau mycélien vit en surface. Il ne faut pas labourer la surface, on ne laboure pas, on va rajouter du paillage constamment, sans remuer le sol. C'est grâce à ce réseau-là, ou à cause, ou voilà la raison.